Eh bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'actualité du MotoGP. Et pour commencer, je vais vous faire un petit mea culpa, parce que j'ai donc raconté une bêtise dans l'un des sujets de la précédente vidéo qui concernait donc les propos de Francesco Bagnaia. Oui, Pecco, après donc sa victoire au week-end du Mugello, a donc déclaré pas mal de choses, et il a justement dit qu'il y avait 1,5 secondes d'écart entre la GP24 et la GP23, et moi ensuite dans ma vidéo, j'ai repris ça à premier degré, mais en fait c'était de l'humour, c'était une blague de la part de Pecco et malheureusement je me suis fait avoir. Il n'y a donc pas 1,5 secondes d'écart entre la GP23 et la GP24. Donc voilà, c'était pour moi important de vous faire ce petit message pour tous ceux qui ont eu le temps de voir le sujet, parce qu'ensuite je l'ai supprimé donc de la vidéo. Et voilà, encore une fois, désolé pour cette petite erreur. Maintenant, on passe donc au reste de notre vidéo. J'espère que cette fois-ci, je dirai pas de bêtises. Et tout d'abord, on va donc se faire un sujet qui concerne Yamaha et Fabio Quartararo. On sait que le projet du constructeur japonais est en train d'évoluer, de se renforcer en MotoGP. On voit vraiment aussi Yamaha très bien travailler et évoluer, même si oui, c'est vrai, ça prend du temps et ça va prendre sûrement encore plus de temps pour arriver de nouveau à jouer les avant-postes en MotoGP et au classement de ce championnat. Mais il y a quelque chose qui reste encore un petit peu en retrait, qui reste à développer, c'est l'équipe test de Yamaha. Et justement, Fabio a fait des récents propos où il fait bien comprendre à Yamaha qu'il va falloir investir dans ce domaine-là. Alors déjà, on demande à Fabio Quartararo si ça serait un désastre de ne pas avoir une équipe satellite pour Yamaha en 2025. Et justement, il déclare: un désastre, non. Mais je pense que ce serait le moment d'investir encore plus dans le test team pour avoir un autre pilote, plus de motos, plus de personnes qui y travaillent. Évidemment, c'est toujours mieux d'avoir une équipe satellite, mais si ça devait ne pas se faire, j'espère et je sais que Yamaha comprend que le test team doit être amélioré, compte tenu de la façon dont on travaille. Les progrès qui ont été faits depuis l'année dernière dans notre équipe sont déjà incroyables, mais il faut faire ce step aussi dans le test team. Voilà donc les quelques propos du pilote français, rien de spécialement révolutionnaire, mais je trouvais ça intéressant de commencer donc par ces propos pour aller un peu plus sur le sujet justement de l'équipe test de Yamaha, parce qu'on sait que c'est l'une des critiques qu'on a pu entendre depuis maintenant de nombreuses années, qu'on ne fait pas assez de tests et ci et ça. On voit que déjà, là, on prend un peu plus la mesure de la situation. On voit aussi déjà qu'on a beaucoup plus d'essais réalisés par Yamaha avec ses concessions 2.0. J'ai envie de dire, c'est normal, mais bon, j'avais quand même moi une petite interrogation. Est-ce que Yamaha allait pleinement faire de nombreux essais? Oui, et c'est aussi une très bonne chose. Alors malheureusement, comme on a pu voir récemment, ils ont pas mal de problèmes avec la météo. À chaque fois qu'ils font des tests, souvent il y a de la pluie, et ça c'est pas facile du coup pour finalement tester les nombreuses nouveautés qu'ils ont. Mais bref, dans l'ensemble aussi, je pense qu'il est très important pour Yamaha d'améliorer cette équipe test, surtout oui si on n'a pas une équipe satellite. Alors personnellement, je vais croiser les doigts, je vais espérer que Yamaha arrive bien à enrôler donc un team pour en faire son équipe satellite en 2025. On croise vraiment très fort les doigts, parce que sinon ça serait une sacrée déception. Et rappelez-vous, on en avait un petit peu parlé dans la précédente vidéo ou dans la vidéo encore précédente, je sais plus trop, mais on sait que Andrea Dovizioso ouvre la porte possiblement à un retour en MotoGP, et on en avait donc justement discuté. Moi je me dis qu'un team satellite Andrea Dovizioso Cal Crutchlow, c'est quelque chose qui pourrait être vraiment très bien pour l'avenir de cette équipe test. Et on sait aussi que Yamaha est déjà concerné, on va dire, dans ce sujet-là, est déjà aussi concentré pour faire mieux, parce qu'on sait, on l'avait vu aussi dans une précédente vidéo, que Yamaha a essayé de signer Aleix Espargaro justement en tant que pilote test. Donc je pense vraiment que c'est aussi l'un des secteurs où Yamaha va s'améliorer, et c'est une très bonne chose au vu de ce que l'on a pu réaliser avec cette équipe test par le passé, où on l'a, comme j'ai pu déjà vous le dire, assez délaissé. Donc voilà, très petit sujet, mais je pense que c'est encore quelque chose d'assez positif, entre guillemets, concernant donc le grand projet MotoGP de Yamaha. Les choses bougent, les choses sont en train vraiment de s'améliorer. Espérons maintenant que tout ça se mette bien en place et que tout ça fonctionne à l'avenir. Et justement, pour continuer sur ces tests et ces essais, on a pu avoir récemment des essais privés de la part de Yamaha avec par exemple Fabio Quartararo, et on a justement une nouvelle fois testé cette fameuse communication radio, une communication donc entre le pilote et l'équipe. Bon alors évidemment c'est pas une nouveauté entre guillemets complètement choquante, parce que ça fait déjà maintenant plusieurs saisons je crois qu'on teste ce système, qu'on essaie de trouver quel serait le juste milieu avec ce nouveau système. Moi personnellement je continue d'être complètement contre. Alors j'en ai parlé rapidement sur Twitter, c'est vrai que certaines personnes ont dit mais si c'est que pendant les essais ça pourrait par exemple faciliter la communication donc entre le pilote et l'équipe, mais surtout aussi pour affiner les réglages, pour développer certaines choses. Et c'est vrai que dans ce sens là ça pourrait fonctionner.
Mais moi, ce qui m'inquiète véritablement, c'est l'évolution de ce système. Parce que si on vient à l'amener en MotoGP, par exemple uniquement pour les séances d'essai, j'ai du mal à croire qu'à l'avenir, on ne fera pas évoluer ce système pour, par exemple, les qualifs ou même aussi pour les courses. Et là, moi, on rentrerait dans quelque chose qui m'inquiète parce que ça deviendrait comme la Formule 1 et c'est quelque chose que je n'aime pas, moi, personnellement, en Formule 1, toutes ces questions de stratégie. Moi, ce que j'aime en MotoGP, c'est que le pilote est maître de sa moto, mais il est aussi maître de sa stratégie pendant la course. Alors qu'en Formule 1, on va te dire, fais ci, fais pas ça, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. On donne plein d'informations. Alors, ça fait partie de la F1, c'est le sport qui est comme ça, on va pas critiquer, c'est l'essence même de la Formule 1. Mais je pense que ça, par contre, ce n'est pas l'essence du MotoGP. Et personnellement, si ça venait à arriver, ça m'inquiéterait que ça évolue dans ce sens-là. Et pour terminer, un dernier argument que je trouve contre, c'est que on avait déjà testé ce système par le passé et certains pilotes disaient que justement ça les déconcentrait. Et je pense aussi que du point de vue de la sécurité, c'est pas un système qui est très bien vu pour ça. Je suis pas sûr que c'est vraiment bien que le pilote, quand il doit faire déjà énormément de choses, il ait en plus quelqu'un qui lui dise fais ci, fais pas ça, on a vu ci, on a vu ça. Donc bon, je veux pas non plus faire le vieux ronchon et dire ouais ça va être une catastrophe parce qu'on ne sait pas. Il va falloir voir comment ce système pourrait fonctionner donc en MotoGP s'il venait donc à être intégré à la catégorie reine. Peut-être qu'on mettrait donc de bonnes barrières et que ça resterait donc un système bien encadré qui ne va pas entre guillemets trop loin. Mais je reste vraiment très dubitatif, je pense que vous l'avez compris. Allez, en tout cas, pour continuer, maintenant, on va se voir les propos de Hervé Poncharal, qui est donc le patron du team Tech 3 en MotoGP. Alors, si vous avez raté ça, on en a parlé dans la précédente vidéo. Tech 3 a fait le coup du siècle, allez, entre guillemets, c'est une expression, bien sûr, ne prenez pas ça vraiment, véritablement premier degré. Mais voilà, Tech 3 a fait un très très bon coup pour 2025 en signant Maverick Viñales, mais aussi Enea Bastianini. C'est complètement dingue quand même pour l'équipe française et je trouvais ça intéressant de voir les propos d'Hervé Poncharal sur tout ce qui a pu se passer et son ressenti aussi pour cette future saison qui arrive en catégorie reine. Il a donc déclaré « 2024 se déroule déjà comme un rêve pour Tech 3. Grâce à Pedro, nous avons pu montrer notre force et accélérer tout le projet ensemble autour de la RC16. Nous avons franchi une nouvelle étape. Il y aura une petite mélancolie à ne plus avoir Pedro dans notre garage, mais nous aurons une équipe qui n'a jamais existé dans notre histoire. Nous avons toujours eu de très bons pilotes et j'ai encore un grand respect pour chacun d'entre eux. Mais cette association de deux pilotes de pointe actuellement, des vainqueurs en MotoGP, avec nous n'a jamais été vue par le passé. Nous aurons deux pilotes numéro 1 en 2025. Je suis convaincu qu'Enea et Maverick se battront tous les deux pour la victoire sur la RC16. Les bons résultats sont le carburant qui nous fait tous avancer. Et il y aura aussi deux pilotes capables de gagner dans le box d'à côté sous les mêmes couleurs. 4 pilotes qui peuvent jouer la victoire dans toutes les courses sur une moto capable de gagner. On ne peut pas en demander plus. Voilà donc les quelques propos de la part d'Hervé Poncharal. Alors juste après, on va aussi se voir les propos de Pete Beirer qui revient sur cette nouvelle stratégie entre guillemets de KTM d'évincer globalement les jeunes pilotes du team satellite. Mais bref, pour revenir sur ces propos d'Hervé Poncharal, je suis tellement content parce qu'on a une équipe française en MotoGP et ça il faut pas l'oublier. Et c'est tellement génial déjà de les avoir vus autant briller en 2024 et ça va donc continuer avec Pedro Acosta qui est tellement exceptionnel et j'ai presque envie de dire qui est aujourd'hui le pilote numéro 1 de KTM. C'est fou parce qu'on n'a même pas fait la moitié de la saison 2024 et Acosta est un rookie. Mais il est tellement fort et il fait véritablement briller le team Tech 3 et c'est génial pour cette équipe, c'est génial aussi entre guillemets pour la France et c'est surtout aussi génial pour Hervé Poncharal et toutes les personnes qui travaillent au sein de cette équipe et je suis tellement content pour eux et il faut bien le dire, en 2025 on va avoir énormément d'attentes parce que Viñales et Bastianini, comme il a pu le dire, c'est des vainqueurs de Grand Prix, c'est des pilotes qui peuvent aussi possiblement se battre pour le titre de champion du monde. Donc si la KTM 2025 est véritablement une bonne moto, qu'elle est bien née, qu'est-ce que j'ai hâte de voir cette saison qui va arriver parce que on a tellement de belles choses. Martin qui est chez Aprilia, on a bien sûr Marquez et Bagnaia chez Ducati, on a donc évidemment 4 pilotes de haut vol chez KTM. Ça s'annonce absolument génial. Mais bon, on a déjà une très belle saison 2024, on va en profiter et on verra après pour 2025. Et justement, pour terminer ce sujet sur KTM, on va se voir donc maintenant les propos du patron du projet MotoGP de KTM, Pete Beirer, qui revient sur cette décision de mettre un petit peu de côté la jeunesse. Il a donc déclaré « Il est évident que nous ne pourrons plus offrir une place à un jeune talent pour les 2 prochaines années. Si vous me demandez mon souhait, ce serait de toujours avoir des pilotes qui arrivent de notre propre académie.
l'académie et qu'il soit compétitif. Mais vous voyez la complexité et la difficulté du MotoGP. Et il faut vraiment un débutant exceptionnel pour qu'il aille en MotoGP. Pedro a prouvé que c'était possible, mais nous avons aussi eu des difficultés en voyant que même un champion du monde Moto2 pouvait vivre un moment très difficile en MotoGP. Si vous regardez l'investissement en MotoGP de beaucoup de millions et que vous le divisez par 4, le package pour chaque pilote vaut plusieurs millions. Il faut prendre en compte plusieurs choses comme les partenaires, notre propre entreprise qui apporte l'argent. Je pense qu'en MotoGP, nous n'avons plus le temps de dire « Ok, faisons un projet d'apprentissage ». C'est super important d'être performant, pas seulement pour des critères publicitaires, aussi pour la qualité de toute l'équipe. Nous avons besoin de 4 pilotes forts pour avoir un pilote victorieux dans le groupe. Il faut des données le vendredi matin, immédiatement, pour progresser avant la deuxième séance. Nous sommes plus à l'aise en prenant des vainqueurs de GP et en créant une émulation interne pour tout le projet. Je ne veux pas décider qui est notre préféré, mais je pense que Pedro et Brad vont bénéficier d'avoir 2 pilotes forts. C'était une décision clé de se diriger vers les résultats et pas vers un nouveau programme d'apprentissage. Bon, là je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire sur ces propos de Pete Beirer. Alors tout ce qu'il nous a déclaré, mais ça s'entend totalement. Déjà du point de vue des données, on sait que par exemple pour Concurrence Educati, il est important d'avoir 4 pilotes de haut niveau, 4 pilotes qui peuvent rapporter le plus de données possible pour que KTM s'améliore le plus rapidement possible au sein d'un week-end pour justement être capable de jouer la victoire. Évidemment pour le résultat même, c'est aussi extrêmement important d'avoir 4 pilotes qui peuvent justement aussi jouer aux avant-postes. Tout ça se comprend aussi pour des questions de marketing, d'argent, pour aussi l'investissement que KTM met en MotoGP. Oui, très bien. Mais je trouve ça quand même dommage quand on ne veut plus techniquement réellement s'appuyer sur la jeunesse, parce que c'était aussi, je trouve, l'un des points forts des équipes satellites par le passé. On avait une équipe satellite, oui c'était aussi pour des données, oui c'était aussi pour des résultats, oui c'était aussi pour des questions d'argent, mais ça permettait aussi d'un côté de faire monter des jeunes pilotes, leur laisser une chance et leur laisser aussi la possibilité de grandir au sein de la catégorie reine. Et là avec ces propos de Pete Beirer, on comprend que tout ça, on y met un petit peu de côté. Alors, ça va aussi dans le sens qu'aujourd'hui, en Moto2, les 2 pilotes de l'académie KTM sont en difficulté. Il va falloir leur laisser du temps. Et donc, c'est compréhensible globalement qu'on ne pense pas donc à des jeunes. Très bien, c'est ok, mais je me dis, est-ce que cette stratégie va pas durer et que finalement, à l'avenir, KTM décidera toujours de mettre un peu plus de côté ces jeunes pilotes pour privilégier donc des pilotes qui sont déjà en MotoGP. Je sais pas trop, je suis un petit peu dans cet entre-deux où je comprends évidemment la vision qu'a Pete Beirer pour KTM en MotoGP, mais en même temps je trouve dommage parce que si tout le monde applique cette logique-là, finalement très peu de pilotes Moto2 pourront monter en MotoGP, alors que moi je trouve que c'est justement l'une des richesses globalement du championnat du monde de moto, c'est véritablement cette possibilité pratiquement tous les ans de voir des pilotes monter du Moto3 au Moto2 et du Moto2 au MotoGP. Donc avec cette vision-là de KTM, si elle venait à se répercuter chez tous les autres constructeurs, ça serait quelque chose qu'on verrait beaucoup moins. Et je me répète, personnellement, je pense que ça serait une perte pour la catégorie reine. Et justement, on passe à notre avant-dernier sujet, et ça a un lien avec ce que l'on a pu voir concernant le giron KTM. Cette fois-ci, on va parler donc d'Aprilia, mais surtout de leur équipe satellite Trackhouse. Et c'est pareil, on avait pas mal de rumeurs qui pouvaient peut-être amener à l'avenir Joe Roberts, qui est actuellement 2e au championnat du monde de Moto2, à venir en MotoGP. Et on a pu avoir 2 récents propos qui nous font bien comprendre que finalement, ça ne se fera sûrement pas. Et c'est globalement aussi pour les mêmes raisons. On a de meilleures possibilités entre guillemets pour avoir des pilotes en MotoGP, alors pourquoi aller chercher un pilote du Moto2? On va donc se voir les propos du patron du projet MotoGP d'Aprilia, Massimo Rivola, qui revient sur cette rumeur d'avoir Joe Roberts en MotoGP chez Trackhouse. Il déclare: je ne pense pas que ce sera le cas, puisque le marché peut désormais nous proposer de très bons pilotes. Je pense que dans une interview, Davide Brivio a dit que ce n'était pas le cas pour Trackhouse de faire grandir un pilote junior chez Aprilia. Et je suis d'accord. Je pense que nous devons maintenant aller sur le marché qui évolue très rapidement et nous avons montré qu'il était rapide. Nous devons choisir les meilleurs pilotes pour les 4 motos. Et ça sous-entend entre guillemets que les meilleurs pilotes sont déjà en MotoGP. Voilà donc les quelques propos de Massimo Rivola et comme vous avez pu le voir, ça fait écho évidemment aux propos de Pete Beirer. Aujourd'hui chez Aprilia, on a de très bons pilotes qu'on peut possiblement signer au sein de ce mercato au cours de cette saison 2024 et donc on n'a pas spécialement envie de se tourner vers la jeunesse, de former un pilote au sein du giron Aprilia.
Et bah, même propos que ce que je vous ai dit avant, qu'est-ce que je trouve ça dommage. Alors oui, peut-être que Joe Roberts, s'il venait à monter en MotoGP, ça serait difficile pour lui, peut-être que, bah, entre guillemets, ça serait un flop et qu'il ne réussirait pas en MotoGP. Mais moi, ce que j'aimais par le passé, c'est qu'au moins, on essayait. Et personnellement, imaginez un Américain au sein d'une équipe américaine, imaginez un Joe Roberts en MotoGP, qui est actuellement, je le rappelle, deuxième au championnat du monde Moto2, bah moi c'est quelque chose qui m'aurait beaucoup plu. Alors c'est pas encore officiel, peut-être que bah, finalement Joe Roberts signera, mais d'après les propos qu'on a pu voir, bon bah ça semble déjà extrêmement difficile. Et donc on nous déclare que possiblement il pourrait encore rester une année de plus en Moto2. Et je trouve ça dommage. Alors oui, on va se le dire tout de suite, on ne peut pas signer tous les grands pilotes Moto2 qui performent et les faire monter en MotoGP. Évidemment que c'est pas possible. Mais avant, il y avait quand même, je trouve, vraiment une place pour la jeunesse. Et on sent que cette idée-là, tout doucement, bah, j'ai l'impression qu'elle s'éloigne. Alors maintenant, pour conclure et mettre un petit peu d'eau dans notre vin, j'ai quand même envie de dire que cette saison 2024 est aussi particulière. Il y a aussi un contexte peut-être qui fait que, parce qu'on sait qu'à la fin de cette saison, il y a beaucoup de pilotes qui arrivent à la fin de leur contrat, mais on a eu aussi beaucoup de grands pilotes qui ont décidé de partir. Il y a eu beaucoup de mouvements sur le marché, sur le mercato de cette saison, et ça amène évidemment tous les constructeurs à pouvoir possiblement signer de très bons pilotes. Et c'est vrai que ce contexte-là fait que c'est aussi assez logique d'essayer de signer des grands noms, on va dire, du MotoGP plutôt que de se tourner vers la jeunesse. Et peut-être que si à l'avenir le contexte redevient assez normal, si on peut dire ça comme ça, peut-être que de nouveau on donnera des chances aux jeunes. En tout cas, moi c'est ce que j'espère. Mais comme j'ai pu le dire avec le sujet sur KTM, moi j'ai justement peur que cette situation-là continue à l'avenir. Et que de plus en plus à l'avenir, les constructeurs décident de moins en moins se tourner vers la jeunesse, de moins en moins donner des chances aux pilotes Moto2 parce que ça comporte entre guillemets trop de risques. En tout cas, maintenant on arrive au tout dernier sujet de cette vidéo et on va continuer de parler d'Aprilia. On le sait, Maverick Viñales a donc quitté le constructeur pour rejoindre KTM et il y a donc une place libre au sein du team Usine. La deuxième place est, je le rappelle, prise donc par Jorge Martin. Et on a donc déjà beaucoup de rumeurs sur qui pourrait signer chez Aprilia et d'après les informations de Corse Moto, on devrait bientôt savoir qui signera à la place donc de Viñales et ça serait d'après leurs informations, tout simplement Marco Bezzecchi. Alors je rappelle que ces informations de la part de Corse Moto sont pour l'instant que des rumeurs, rien n'est encore officiel et il faudra voir si définitivement ce sera Bezzecchi qui sera signé pour la saison 2025, mais si ça s'avère vrai, quel coup de la part d'Aprilia, mais encore une fois, quelle perte de la part de Ducati. Parce que Ducati, il ne faut quand même pas oublier que pour cette future saison, ils ont perdu Jorge Martin, ils ont perdu Enea Bastianini, et s'ils venaient à perdre aussi Marco Bezzecchi, ça commence à faire très mal pour le giron Ducati. En tout cas, pour revenir du côté d'Aprilia, si ces rumeurs viennent à se confirmer et qu'à l'avenir en 2025, on a une équipe Aprilia Usine, Marco Bezzecchi, Jorge Martin, surtout que c'est assez logique, on sait qu'Aprilia voulait un pilote du coup italien au sein de son team Usine. Pendant longtemps on a cru que ça allait être donc Enea Bastianini. Bon finalement ça ne sera pas Enea. Du coup on peut se tourner vers un autre italien, Marco Bezzecchi. Surtout que je me rappelle de vieilles déclarations de la part de Massimo Rivola, qui est donc le boss du projet MotoGP d'Aprilia, qui déclarait donc un vœu pour par exemple Enea Bastianini, mais je crois qu'il disait aussi quelques petits mots pour Marco Bezzecchi. Donc ça semble être un projet concret, surtout qu'aujourd'hui en plus au sein du giron Ducati, du point de vue des résultats, c'est assez compliqué pour Marco Bezzecchi. Est-ce qu'il pourra vraiment continuer d'évoluer quand on sait que les places sont vraiment très chères au sein de ce giron? Alors évidemment au sein de l'équipe VR46, au sein de l'académie même VR46, il est très bien, il est presque aux côtés de sa famille si on peut dire ça comme ça, mais voilà. Envisager une place dans un team Usine d'une équipe italienne, ça, t'as pas cette possibilité tous les jours. Et j'avoue que d'imaginer Marco Bezzecchi accepter de rejoindre Aprilia me semble être quelque chose de vraiment viable. Donc on verra si la logique sera respectée. Bref, on arrive donc en tout cas à la fin de cette vidéo. Je vous admets que j'ai beaucoup blablaté. Je me suis peut-être un petit peu répété quelques fois. Bon, j'essaie de faire de mon mieux, mais bon, il faut avouer que des fois, je me répète un petit peu. Mais bref, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. On se donne donc rendez-vous dans quelques jours. Je vous dis bye bye les potes. Ciao.